Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. Cette semaine, à l'émission, notre journaliste Jean-Philippe Gilbert s'entretient avec Julie Larochelle pour le lancement de la deuxième saison de l'émission Élévation sur le leadership au féminin. Entrevue avec Martin Renaud, directeur général de la Maison des jeunes La Butte, qui fête ses 25 ans à Saint-Basile-le-Grand. Christian Savard, directeur général de Vivre en ville, au sujet des élections municipales qui approchent et du manque de logements dans la région. Jacinthe Ducas, agente de développement et de services aux membres chez Culture Montérégie pour le programme de partenariat territorial pour les arts et les lettres. Couverture de la conférence de presse de la ville de Otterburn Park et de Connexion Nature pour annoncer l'achat du boisé des Bosquets. Finalement, l'inauguration des nouveaux locaux de la Chambre des commerces et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville dans l'édifice Joseph Ostigui de Chambly. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition du Régional. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVA9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. En commençant, à Mont-Saint-Hilaire et à Otterburn Park, deux élus de la région ont participé à la création d'un livre collectif qui met en lumière l'engagement en politique municipale. Le maire de Mont-Saint-Hilaire, Marc-André Guertin, et la mairesse d'Otterburn Park, Mélanie Villeneuve, signent ensemble un chapitre du recueil Courage, l'engagement politique municipal à l'ère des transitions, publié le 4 septembre dernier. Leur texte, intitulé Éviter de se casser la gueule, dresse un portrait des défis politiques, mais veut surtout inspirer les citoyens à s'impliquer à l'approche des élections municipales de 2025. L'ouvrage est une initiative du caucus écologiste municipal auquel siège Mme Villeneuve et rassemble les réflexions d'une dizaine d'élus et d'anciennes figures politiques du Québec. L'objectif, montrer une image plus positive de l'engagement local en contraste avec les démissions et le climat tendu dont on entend souvent parler. Dans leur chapitre, les deux maires de la région rappellent que la politique municipale est exigeante, parfois même rigide, mais qu'elle demeure un travail enrichissant. Ils insistent sur l'importance de l'humilité, de la consultation citoyenne et de la recherche de consensus pour faire avancer les projets. Plutôt qu'une révolution, les deux élus défendent l'idée de transition faite de petits pas concrets et durables, une approche qu'ils appliquent déjà dans leur municipalité et qui pourrait inspirer d'autres conseils locaux. Le livre est publié chez les éditions L'Esprit libre. À McMasterville maintenant, un nouveau candidat fait parler par son jeune âge. À seulement 22 ans, Antoine Barrette se lance officiellement dans la course à la mairie. Conscient que son jeune âge peut susciter du scepticisme, l'étudiant en sciences politiques à l'UQAM rappelle que d'autres jeunes ont déjà été élus sans que ça mette le feu, dit-il avec humour. Au départ, Barrette envisageait de briguer un poste de conseiller municipal. Mais l'annonce du départ du maire sortant Martin Dulac l'a convaincu de viser plus haut. Originaire de McMasterville, il souligne que ses racines remontent à son arrière-grand-père qui travaillait en l'ancienne usine CIL. Même au début de sa campagne, le jeune aspirant maire a déjà quelques priorités. Il veut notamment améliorer le transport en commun en proposant un nouvel arrêt d'autobus à l'ouest de la municipalité, limiter la hausse des taxes municipales, rendre la ville plus sécuritaire et encourager le développement des projets de logement. Antoine Barrette mise sur le porte-à-porte et les médias sociaux pour aller à la rencontre des citoyens et nourrir sa plateforme électorale. À Belleuil, le parti Oser Belleuil de la mairesse sortante Nadine Viau s'engage à maintenir une gestion rigoureuse des finances municipales tout en annonçant une hausse modeste des taxes résidentielles. Alors qu'en 2021, la formation avait promis un gel du taux de taxation pendant 4 ans, elle propose maintenant de limiter l'augmentation à 2,25 en moyenne par année, peu importe l'inflation ou l'ampleur des projets à venir. Mme Bio souligne qu'entre 2021 et 2024, malgré une inflation de 4,45 et une hausse des quotes-parts régionales, l'administration a réussi à limiter la hausse des taxes à moins de 3,5 par an. Le parti insiste aussi sur la solidité de ses finances. La réserve instaurée en 2024 de 3 sous par tranche de 100 d'évaluation génère plus de 1,4 million de dollars par an.
Cette somme permettrait, selon Osée Belleuil, de financer la construction de l'Aréna de glace, projet majeur qui doit voir le jour à côté de l'école secondaire Polybelle d'ici 2028. Estimé à 50 millions de dollars, l'Aréna pourra être réalisée sans imposer d'efforts financiers supplémentaires aux citoyens. La plateforme complète du parti doit être dévoilée le 16 septembre. Après l'annonce d'Osée Belleuil qui s'est engagé à lancer les travaux de l'Aréna 2 glace de l'école Polybelle d'ici 2028, le parti Belleuil, c'est nous, confirme la pertinence de cette infrastructure sportive, mais prône la prudence et la transparence. Le parti souligne que l'investissement estimé à 50 millions de dollars ne peut pas se faire à la légère. Belleuil, c'est nous prévoit donc de réunir dès 2026 les acteurs concernés et d'évaluer les travaux déjà réalisés et d'analyser toutes les options de financement et de partenariat. Le dossier serait ensuite soumis directement à la population dès juin prochain. En cas d'appui, le projet pourrait être intégré au plan d'investissement 2027. Le chef du parti et candidat à la mairie, Daniel Picard, critique par ailleurs le fait que le projet soit présenté comme une nouveauté électorale. Il rappelle qu'une proposition d'Aréna financée par un investisseur privé avait déjà été déposée à la Ville en 2021, mais qu'elle n'avait jamais eu de suite. Le besoin est connu depuis longtemps, dit-il. La vraie question, c'est pourquoi elle n'est pas toujours construite. Plus de détails sur le projet suivront. Le gouvernement du Québec a dévoilé sa nouvelle politique bioalimentaire 2025-2035, Nourrir nos ambitions. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, à Saint-Charles. Dotée d'une enveloppe de 1 milliard de dollars pour ces 5 premières années, cette stratégie veut renforcer l'autonomie alimentaire du Québec et soutenir un secteur qui représente 7 du PIB de la province et plus de 530 000 emplois. La politique repose sur 2 piliers, innovation et collaboration. Elle fixe aussi 3 grandes ambitions, accroître l'autonomie alimentaire, développer un secteur prospère et durable et accélérer l'innovation. Québec vise entre autres 25 milliards de dollars d'investissement du secteur bioalimentaire, 15 milliards d'exportations et 0 perte nette de terres agricoles d'ici 2035. Pour le ministre Lamontagne, cette vision guidera les actions du gouvernement et de l'industrie au cours des 10 prochaines années afin d'offrir aux Québécois des aliments sains et de qualité tout en consolidant un secteur bioalimentaire fort et durable. La Maison de répit L'Intermède a réuni ses usagers, leurs familles et ses partenaires pour une journée spéciale sur le circuit Sanaire de Sainte-Pie. Au-delà de l'adrénaline, l'objectif était de créer un moment de rassemblement dans un contexte de grande transition pour l'organisme. Rappelons qu'au printemps dernier, la résidence de Belleuil, occupée depuis plus de 37 ans, a été vendue. En attendant l'ouverture de la nouvelle maison à Saint-Basile-le-Grand, prévue pour la fin de 2025, les répits se tiennent temporairement au camp de Grand Pré à Otterburn Park. La directrice générale Mélissa Normandin a tenu à souligner la patience et la résilience des familles et des usagers. Selon elle, cette journée a permis de souffler un peu et de célébrer ensemble l'avènement d'une nouvelle ère pour l'Intermède. Depuis le 4 août, les travaux de construction sont en cours sur la rue principale à Saint-Basile-le-Grand. La future maison offrira des installations modernes, sécuritaires et adaptées aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, avec ou sans handicap physique. La décision du syndicat des travailleurs et travailleuses de Poste Canada de cesser la distribution des circulaires commerciales depuis le 15 septembre a un impact direct sur la livraison du journal L'Œil régional. Pour maintenir le lien avec ses lecteurs, le journal a temporairement réintroduit la distribution porte-à-porte dans les villes de Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park. En plus de la livraison à domicile, le journal est disponible dans 12 points de dépôt. Parmi eux, les marchés IGA Pépin et marché métro Rien d'eau à Belleuil, McMasterville et Mont-Saint-Hilaire. Le Maxi et le Maille Montenac à Belleuil, le marché Tradition à Saint-Jean-Baptiste et à Saint-Denis-sur-Richelieu, le dépanneur des Patriotes à Saint-Denis, ainsi que l'Hôtel de Ville et l'épicerie La Marinière à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Enfin, le journal intégral demeure accessible en ligne dès le mardi à l'adresse oeilregional.com. Voilà, c'était votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu.
Alors, on est à l'édifice Joseph Ossigui de Chambly pour le lancement de la deuxième saison de l'émission Élévation. Je suis en compagnie de Mme Julie Larochelle, présidente et directrice générale de la Chambre du commerce de l'industrie de la Vallée du Richelieu. Madame Larochelle, ça va bien? Oui, ça va bien. Chambre de commerce d'industrie Vallée du Richelieu, Rouville aussi. C'est tout récent, mais on y tient parce que c'est vraiment, ça fait partie de notre organisation. Et ça, il me manquait un R finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est vert. Oui. Donc, le lancement de la deuxième saison, j'imagine que la première saison a été un succès. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport aux invités qui sont passés lors de la première saison? Ben oui, définitivement. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on a accueilli à nouveau Valérie Morier. Parce que ben, je pense qu'il y a eu une belle connexion entre elle puis Sophie Audet, qui était l'experte à l'époque. On a vraiment pu approfondir plein de sujets qui tournent autour du leadership au féminin. Puis l'exemple, celui qui me vient en tête tout de suite, c'est justement celui de Valérie, qui dans le fond, c'était un partage aussi. On parle qu'il y a une experte qui est là, mais lors de cette rencontre-là, Valérie aussi nous a apporté des bonnes pratiques qu'elle a mises en place qui ont inspiré l'experte en question. Fait que c'est ça que je trouvais qui était fascinant, qui était beau de voir, toute cette sororité-là qui s'est développée. C'était beau de voir les femmes qui se soutiennent entre elles. C'est un moteur très puissant. C'est ça, un partage d'outils et qui inspire peut-être des futures femmes à se lancer dans les entreprises et tout. Vous êtes une ancienne comédienne. Qu'est-ce qui vous avait motivé à l'époque à vous lancer en entrepreneuriat? Bien, j'ai été actrice pendant les 17 premières années de ma vie sur le marché de l'emploi. Et puis, quand mon fils est venu au monde, mon fils aîné, il est venu au monde avec plein d'allergies alimentaires et des conditions qui se rapprochaient à ça. Il faisait de l'asthme et tout ça. Puis, bref, il y avait une santé très fragile, ce qui a fait en sorte que je me suis un peu retirée pour m'occuper davantage de lui. Mais ça m'a aussi inspiré autre chose. C'est quand on dit que quand la vie te donne des citrons, tu peux en faire de la limonade, bien, ça a été ça. C'est-à-dire que de fil en aiguille, j'ai développé une passion pour les recettes sans les allergènes auxquels il était allergique. Et puis, j'ai créé une entreprise, les aliments Ange Gardien, que j'ai piloté pendant 7 ans. Et j'ai eu la piqûre pour le milieu des affaires, littéralement. Donc, longue histoire courte, par la suite, une fois que l'entreprise a été vendue, qu'on a passé le flambeau à d'autres, qui existent encore d'ailleurs, les gâteaux sont encore les mêmes. Oui. Mais dans le fond, je me suis dit, bien, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Parce que j'avais l'impression que mon baluchon était plein. J'avais développé plein de cordes à mon arc, puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je retourne comédienne? Je dénigre pas le milieu pas du tout. J'ai adoré les 17 années que j'y ai passées, que j'y ai évolué, mais je me suis dit, je peux faire autre chose avec ça, je pense, à partir de maintenant. Puis, ben, je me suis lancée après ça dans l'entrepreneuriat, mais là, du côté de la Chambre de commerce d'industrie Vallée du Richelieu, qui allait devenir Vallée du Richelieu-Rouville par la suite. Donc, j'ai insufflé tout ce que j'avais, dans le fond, acquis comme outil au gré des années en tant que comédienne, puis par la suite, en tant que présidente d'une entreprise. On vendait partout à travers le Canada, aux États-Unis, Walt Disney Company. Tu sais, fait que j'ai développé des réflexes que j'ai insufflés dans ma carrière actuelle. Puis ça fait déjà presque 11 ans. Oui, le mois prochain. 11 ans que je suis à la tête de la Chambre. Bien, c'est vraiment bien que grâce à ce baluchon-là que vous parlez, bien, vous pouvez inspirer une prochaine génération. Est-ce que vous avez eu un tremplin de style d'élévation quand vous avez voulu vous lancer en entreprise? Est-ce que vous avez des ressources ou vous avez pas mal parti par vous-même, partir à l'aventure, comme on dit? Non, il n'y avait pas ça, effectivement. Donc, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que quand on a eu l'idée, on a vu passer qu'il y avait une possibilité de déposer un projet, qu'on a allumé là-dessus, on a fait hey, ça serait le fun de faire quelque chose qui viendrait outiller, mais autrement, parce que, justement, encore une fois, on utilise mes compétences développées au gré des années. Je suis une communicatrice dans l'âme, donc on s'est servi de ça pour, justement, développer ce projet-là, puis aider les femmes à se propulser encore plus, puis à s'affirmer, puis à adopter une posture de leader. Ça part des fois de l'extérieur, puis ça finit par rentrer à l'intérieur. C'est un peu ça le principe. Bien, ça donne du très bon contenu, à la fois intime et rassembleur. Quand vous discutez, c'est très intime, mais en même temps très rassembleur que c'est devant le public. Fait qu'on vous remercie beaucoup de votre précieux temps, puis on vous souhaite beaucoup de succès dans la continuité de vos projets. Bien, merci beaucoup.
Donc, vous avez participé à la saison 1 de Élévation. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là? Ça fait un échange entre femmes vraiment inspirant parce que on se lève pas un matin en se disant moi je suis une leader. C'est au travers du regard des autres qu'on développe ça. Donc ça m'a permis de partager avec des femmes cet aspect-là là, de se reconnaître le leadership entre nous. Martin Renaud est directeur général de la Maison des jeunes La Butte à Saint-Basile-le-Grand. Bonjour, M. Renaud. Bonjour. Là, c'est le 25e anniversaire de la Maison des jeunes qui arrive bientôt. Ce sera au mois d'octobre, le 18 octobre. Exact. Qu'est-ce que vous préparez là, pour cette occasion? En fait, c'est une journée de célébration. Donc, en après-midi, on fait une journée porte ouverte. Spécifiquement, là, on fait ça au Centre civique Bernard Gagnon pour être capable de recevoir plus de gens parce que notre local est quand même petit. Donc, on espère en après-midi là, avoir une centaine, 100, 200 personnes là, qui vont venir nous visiter. On va aménager les espaces pour créer une espèce de fil du temps, okay? D'avoir des stations où les gens vont pouvoir découvrir un peu les réalisations de la Butte dans les 25 dernières années. Puis en soirée, sur invitation, de 18h30 à 20h30, donc des jeunes qui ont fréquenté, qui ont utilisé nos services, qui sont aujourd'hui des adultes avec... des familles, des carrières. Des calvities. Oui, des employés qui ont travaillé au courant des 25 dernières années, des citoyens qui se sont embarqués sur le conseil d'administration, puis des partenaires aussi là, qui nous appuient là, depuis... Vous, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'organisme? Je suis dans ma 22e année. 22 sur 25. Oui. Vous êtes arrivé, l'organisme avait 3 ans. C'était Janvier 2023. En 2023. J'ai été engagé comme animateur. OK. Puis j'ai eu la chance de devenir coordonnateur. Il n'y avait pas de système de gestion, donc j'ai eu la chance là, de devenir coordonnateur. Aujourd'hui, je suis directeur général. Là, donc ça m'a permis, avec les différents conseils d'administration qui se sont succédés, de mettre en place là, différentes politiques de gouvernance, puis d'élaborer les programmations. C'était une belle opportunité que j'ai eue. Là. Vous avez évolué là-dedans, mais à la base, c'était pas nécessairement ça que vous aviez en tête. Là. Vous êtes fait avoir par l'expérience. Bien, je sortais du cégep. Moi, j'avais un deck en loisirs à l'époque. Puis, je voulais commencer à faire mon expérience à quelque part. La clientèle ado, ça m'intéressait. J'avais été dans les cadets là, quasiment une dizaine d'années, dans les scouts aussi. Là, donc, ça me parlait beaucoup. Puis, je me suis accroché les pieds. J'ai réalisé que pour moi, le réseau communautaire, ça me parlait. Puis, au fil des années, je suis allé me chercher différentes formations. Je suis allé me chercher un certificat, je suis allé nourrir un petit peu là, mes compétences là, pour m'améliorer. Qu'est-ce qui vous a fait rester là, vous pensez, là, l'élément qui vous a accroché, comme vous dites? Le sentiment d'appartenance, je pense que c'est l'élément clé qui perdure à travers le temps. Tu sais, faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Les jeunes ont besoin de ça à l'adolescence, dans leur quête d'identité, de s'associer à des gens qui vont les écouter, qui vont les respecter. La maison de jeunes, c'est un peu comme un gros coffre à outils là, pour les ados où on peut répondre à tes besoins de différentes manières entre l'école et la maison. Là. Puis c'est très gratifiant puis valorisant de réaliser des projets concrets avec les jeunes, de les voir grandir, de les voir cheminer vers l'âge adulte. Là. Ça fait 22 ans que vous êtes là, que vous voyez les jeunes, vous voyez nos jeunes, nos ados depuis tout ce temps-là. Quels sont les points communs entre les jeunes d'il y a 20 ans et les jeunes d'aujourd'hui, puis quelles sont les différences, vous pensez? Bien, les points communs, je pense de toutes les époques, à l'adolescence, les jeunes se posent des questions un peu, c'est quoi la musique que j'aime, la nourriture que j'aime, comment j'ai le style vestimentaire, avec qui j'ai envie de m'associer, les premières relations amoureuses, la transition primaire-secondaire. Donc, c'est tout au niveau de l'estime de soi, de la connaissance personnelle, du développement. Ça, c'est des choses, je pense, qui vont toujours perdurer. C'est sûr que des facteurs comme la technologie, c'est l'arrivée des cellulaires, on l'a vu, là, ça a été un peu, ce qu'on peut dire, un game changer dans nos mœurs. S'adapter un peu, tant les employés que les ados, là, la nouveauté d'être sur le piton, puis comment qu'on gère ça. Là, mais sinon, je pense qu'on peut observer que les jeunes, à quelque part, se rejoignent beaucoup à travers les époques, notamment dans le désir de s'impliquer, de faire du bénévolat, de redonner sans nécessairement recevoir quelque chose en retour. Là. Vous avez parlé, lors des portes ouvertes, là, vous allez rencontrer
des anciens jeunes qui ont passé chez vous. Avez-vous un exemple d'une personne, un jeune que vous avez vraiment marqué, là, que son passage dans l'organisme La Butte, ça l'a fait évoluer comme personne? C'est sûr qu'il y en a eu plusieurs, là. Un que je retiens beaucoup, un jeune qui est en 6e année à l'École de la Mosaïque à côté de chez nous, qui a embarqué dans un projet de persévérance scolaire réussite éducative. Donc, on avait des ateliers de Donjons Dragons, aider les jeunes à travailler les mathématiques, le français. Tu sais, Donjons Dragons, les jeunes ouvrent des portes, tuent des monstres, trouvent des trésors, mais pour nous, l'activité, c'est toujours un prétexte pour travailler les habiletés sociales, briser l'isolement, la réduction des méfaits, alternative à la consommation, etc. Je pense que c'est un jeune qui a accroché beaucoup à l'ambiance, qui a réalisé que c'est un lieu des adultes significatifs en qui pouvait avoir confiance. C'est un jeune qui nous a donné beaucoup quand il était adolescent aussi. Il a fait beaucoup de bénévolat. Donc, il y avait ses propres enjeux personnels, ses propres défis dans son cheminement, mais il a travaillé beaucoup sur lui-même. Puis, quand il est arrivé jeune adulte, il a participé à un dernier projet là, d'un voyage à Terre-Neuve avec nous autres. Puis on lui a donné une expérience là, de travail l'été passé. Il est rendu chez vous? Oui, ça fait 1 an et demi là, qu'il travaille à la Maison des Jeunes. Puis là, il commence son cours en éducation spécialisée là, cet automne. C'est impressionnant quand même, tu sais, voir un parcours peut-être qui peut vous ressembler, que cette personne-là est allée dans un environnement qui ne savait pas trop si ça allait lui plaire, puis finalement tomber accroché. Comment on fait pour gagner la confiance d'un jeune? Vous avez parlé, tu sais, être un adulte significatif autre qu'un parent ou un professeur. Comment on fait pour gagner cette confiance-là? Bien, ça commence avec de l'écoute active, tu sais, de l'empathie, du respect, tu sais, montrer que je suis là pour toi, puis tu n'es pas obligé de me parler de tes problèmes, là. Tu sais, je suis là, je suis dans l'environnement. Une maison de jeunes, c'est un lieu qui est libre de fréquentation, c'est un milieu de vie. Donc, c'est un peu comme aller à la bibliothèque entre telle heure et telle heure. Bon, ben là, si j'ai envie d'y aller, j'y vais, je pars quand je veux. Donc, c'est un ressenti. Tu sais, je peux être un excellent animateur, faire plein d'activités, avoir des bons liens avec les jeunes, mais c'est pas moi qui va recevoir les confidences, puis c'est correct. Parce que c'est un lien-là, il est naturel, ça, c'est dans notre savoir-être. Puis il n'y a pas un cours à l'université ou au cégep qui va t'apprendre ton savoir-être. Ça, c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. Donc, les jeunes il y a quelque chose qu'ils vont sentir à toi, puis qu'ils vont s'ouvrir, puis ça commence comme ça, tu sais, puis c'est de gagner la confiance, puis ça fait boule de neige. Puis c'est surtout les jeunes, après ça, qui vont en parler à leurs amis, tu sais, de bouche à oreille. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour les 25 prochaines années pour l'organisme? De la continuité, maintenir notre vitesse de croisière, d'avoir un comité jeunesse en santé, une équipe d'employés qui est engagée. J'ai quand même un employé qui il est dans sa 10e année avec nous. J'en ai un qui ça fait 8 ans aussi qui est avec nous. J'ai des membres du conseil d'administration que ça fait 12 ans, 8 ans, 7 ans. Tu sais, quand on parle de sentiment d'appartenance, là. Donc, c'est de maintenir ça, maintenir nos projets. Puis c'est sûr qu'on aspire à un plus grand local. Ça fait au-dessus de 20 ans là, qu'on le sait, que la communauté le sait, que la ville le sait, que le local n'est pas adéquat. Là. C'est une bâtisse qui est fonctionnelle, mais qui est un peu désuète, puis qui nous empêche de nous épanouir à notre plein potentiel. Là. Donc ça, c'est peut-être notre gros projet là, dans les prochaines années. Martin Renaud, je rappelle, vous êtes directeur général de la Maison des Jeunes La Butte. On va vous souhaiter la continuation des nouveaux projets comme ça, et surtout continuer à toucher les jeunes puis à les écouter comme vous avez dit. Pour toute l'information, on peut aller sur le site labutte.org. On rappelle le 18 octobre, vous allez accueillir les gens. Vous êtes invité à aller rejoindre M. Renaud et toute son équipe. Merci beaucoup. On reçoit aujourd'hui M. Christian Savard, directeur général de l'organisation à but non lucratif Vivre en Ville. M. Savard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous au Régional. Pour situer les gens qui nous écoutent, pouvez-vous nous résumer la mission de Vivre en Ville? Vivre en Ville, c'est une organisation d'intérêt public, donc on défend des intérêts particuliers de personnes, on défend, comme je le disais, le bien commun. Depuis 30 ans, on travaille avec les villes, villages du Québec à la transformation de nos milieux de vie, de nos territoires de manière la plus positive possible, protégeant l'environnement, en assurant la qualité de vie et la prospérité. Donc, vraiment, nous, notre mission, là, c'est toutes nos collectivités à travers le Québec. C'est ça qui nous intéresse.
Et le 8 mai dernier, vous avez rendu public votre webinaire sur 12 sujets, des propositions que vous avez nommées les 12 travaux sur lesquels devraient se concentrer les prochains élus des municipalités du Québec. Depuis vos débuts à Vivre en Ville, trouvez-vous que de plus en plus les élus sont attentifs ou viennent vers vous, ou vous sentez que vous devez encore aller les chercher et les convaincre de la pertinence de vos propositions? Ah, ça, c'est sûr que les gens sont de plus en plus sensibles à comment on construit les quartiers, comment on protège le territoire, les milieux naturels, la sécurité routière, tout ce qui entoure là, nos milieux de vie. Là, l'attention a vraiment augmenté. Avant, on était 2-3 vivre en ville, on est rendu 55. C'est quand même, ça démontre là, qu'il y a une forte demande et qu'il y a un fort intérêt pour ces sujets-là. Quand on regarde le taux de participation qui était encore en baisse en 2021, comment pensez-vous que les candidats aux prochaines élections municipales peuvent réussir à quand même aller chercher et toucher les gens dans leur quotidien tout en cherchant en même temps à suivre les propositions de Vivre en Ville qui sont plus sur le long terme? C'est une excellente question. Il faut faire les deux. Il faut s'occuper du b.a.-ba d'une ville, s'occuper de boucher les nids de poules, ramasser les matières résiduelles, s'occuper du compte de taxes parce qu'il faut s'en occuper. Mais une ville, c'est beaucoup plus que ça. Il y a des grands enjeux de notre époque qui peuvent être réglés ou en tout cas, une partie de la solution se retrouve là. Je pense notamment au changement climatique. Les villes, à travers notamment l'urbanisme, à travers ses choix d'aménagement, peuvent avoir un gros impact, que ce soit pour réduire les gaz à effet de serre ou s'adapter au changement climatique, mais également l'habitation. Hein. L'habitation, en ce moment, si je peux vous dire, là, dans ma tournée médiatique et politique que j'ai fait depuis le 8 mai dernier, c'est l'enjeu numéro 1. Et ça, les villes, construire ou non de l'habitation, c'est vraiment dans leur pouvoir. Donc, moi, j'encourage tous les citoyens à s'intéresser à la chose municipale parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent et il y a beaucoup de solutions qui se trouvent. C'est ça, quand vous dites d'avoir un équilibre entre la construction, mais par rapport à l'environnement aussi, dans le webinaire, on parle beaucoup que ça prend un certain pourcentage d'espace vert pour compenser par rapport notamment aux espaces de stationnement qui sont de plus en plus nombreux. Vous avez parlé d'habitation. Dans les 12 travaux, on parle de construction d'habitation, mais surtout d'habitations qui sont abordables. Est-ce que les prochains élus auront un pouvoir réel sur des changements à court et moyen terme où les gens devront encore, selon vous, être patients par rapport à la crise du logement? Par rapport à cette crise-là, on l'a construit sur des décennies. Il y a eu des phénomènes accélérateurs dans les dernières années. La pandémie a fait dérailler bien des choses, là. Mais la graine de cette crise-là était déjà dans la pomme. L'année prochaine, on n'aura pas tout réglé. Mais si on ne commence pas maintenant, on va être dans la même situation dans 4-5 ans, des gens qui ne trouvent pas de loyer. Parce que c'est ça qui est le pire, c'est qu'en plus qu'ils sont rendus trop chers, les maisons, les logements, les gens n'en trouvent même plus tellement que le taux d'inoccupation est bas. Donc, on ne va pas tout régler l'année prochaine. Mais c'est en commençant dès maintenant, et notamment sur le logement abordable, une des clés, là, c'est de trouver des terrains pour que les organisations qui construisent du logement social, par exemple, du logement non locatif, puissent construire. Souvent, ils ont des sommes, mais ils n'ont pas de terrain. Les villes, eux, ont des outils, des leviers pour acheter du terrain et les confier à ce genre d'organisation-là. Mais il va falloir aussi construire des maisons et du logement traditionnel. Ce qu'il faut, c'est en construire plus parce que le gros problème actuellement, c'est qu'il y a trop de demandes pour l'offre. Et ça crée de l'itinérance, ça crée de l'anxiété chez les gens qui ne peuvent pas déménager. C'est vraiment un enjeu très important. Mais en plus de ça, il va falloir faire ça avec une empreinte environnementale la plus faible. Tout un défi. C'est pour ça que c'est les 12 travaux d'Hercule, selon nous. Mais c'est un beau défi pour les prochains élus municipaux. Et quand vous parlez de travaux d'Hercule comme ça, quand on prend le temps de regarder les 12 travaux, c'est effectivement très, très ambitieux. À part le logement, est-ce que, d'après vous, il y a d'autres travaux qui ont du potentiel à toucher les gens dans l'immédiat, dans cette vision plus à court terme, disons? Bien, si je pense notamment à la Montérégie, Montérégie, quand même, région assez peuplée, beaucoup de villes moyennes, qui a de la pression au développement. Vraiment très agricole aussi. Exactement, c'est exactement là où je m'en allais. Ah, bon.
protéger le territoire agricole parce que c'est le grenier du Québec, protéger les milieux naturels parce que déboiser, il n'en reste plus tant que ça parce que le territoire agricole a tout déboisé. Donc, vraiment porter une attention particulière parce que c'est des ressources, c'est des territoires précieux qui jouent un très grand rôle. On appelle ça des infrastructures naturelles parce qu'elles servent à filtrer l'eau, elles servent à filtrer l'air, elles servent souvent de soupape pour notre santé mentale, pour aller s'y promener. Donc, contenir l'étalement urbain sur la Montérégie est particulièrement important, surtout que, moi, je viens de la Montérégie, je la connais. Il en reste de l'espace, des vieux centres d'achat plus ou moins moribonds, des endroits comme ceux-là, là, il faut optimiser ces endroits-là, les construire, plutôt que continuer en mode étalement. C'est le type de logement qu'on a besoin. Là, les ménages sont de plus en plus petits. La demande est beaucoup là-dedans. Les aînés qui vieillissent sont plus capables de s'occuper de la maison. Donc, il y a vraiment une attention particulière à faire, à aller là. Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut s'attaquer à la crise du logement, mais aussi protéger nos milieux naturels et agricoles en ayant cette approche-là. Donc, c'est tous des enjeux super intéressants en vue des prochaines, élections du 2 novembre. Avant que je mentionne à tous ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on peut trouver plus en détail les 12 travaux, est-ce que vous aviez un mot de la fin pour que les gens s'intéressent plus aux élections et les encourager à aller voter? Bien, j'encourage les gens, effectivement, à aller voter en ayant conscience de tous les enjeux qu'on a. Donc, de ne pas hésiter. Puis, je vais parler aux candidates surtout. Parce que c'est à eux que s'adresse notre C'est pour leur plateforme électorale, surtout que les travaux ont été faits. Ouais. Mais ça peut inspirer des citoyens, tant mieux. N'ayez pas peur d'avoir des leaderships sur des enjeux qui vous dépassent un peu. Parce que si on n'est pas tout le monde à mettre l'épaule à la roue sur la crise de l'habitation, sur les changements climatiques, on n'y arrivera pas. On ne peut pas juste attendre après Québec et Ottawa. Il faut qu'il se passe des choses aussi localement, tout en assurant les services de base. Je pense que c'est ça que la population attend de nous. Et j'encourage tout le monde à participer aux élections, que ce soit comme électeur ou comme candidat. C'est ça. Souvent, c'est le palier de gouvernement qu'on parle le moins, mais c'est lui qui est le plus proche de nous quand même. Les 12 travaux de nos collectivités sont décrits en détail sur votre site carrefour.vivre-en-ville.org. Monsieur Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va souhaiter à tous les citoyens et citoyennes une bonne campagne électorale. Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir. Jacinthe Ducas est agente de développement de services aux membres chez Culture Montérégie. Bonjour, Madame Ducas. Bonjour. Le programme de partenariat territorial pour les arts et les lettres est en pleine action. Pouvez-vous nous expliquer, là, c'est quoi ce programme-là? Oui, en fait, c'est un programme qui permet aux artistes ou aux organismes professionnels en art, en création, de présenter leurs projets pour développer leur création, développer leurs œuvres ou les projets de diffusion, pour les diffuser ou pour la promotion. Donc, il y a aussi la possibilité de faire de la mobilité, c'est-à-dire de faire des tournées aussi sur un territoire donné. OK. Donc, ça s'adresse aux artistes de la région précisément? Oui, en fait, nous, on s'occupe de tous les artistes de la Montérégie et en Montérégie-Est, par exemple, là, et c'est une possibilité de déposer pour le 16 octobre. OK, date limite 16 octobre, donc c'est dans un peu moins d'un mois. Oui, c'est rapide. OK, qu'est-ce que les artistes qui seront sélectionnés auront droit d'avoir? En fait, on peut aller chercher des bourses qui permettent autant de payer les cachets de l'artiste pour son travail que de payer ses collaborateurs. Par exemple, pour un disque, d'avoir des musiciens pour t'accompagner et pour avoir ton mastering, c'est-à-dire ton enregistrement de disques, etc., de payer les gens, le studio. Donc, ça te permet, tu peux aller chercher jusqu'à 20 000 $ pour un artiste et 30 000 $ pour un OBNL. OK. Quels sont les critères d'admissibilité, là? Quel genre d'artiste peut s'inscrire au programme? Oui, bien déjà, il faut avoir une expérience qui est déjà amorcée, c'est-à-dire qu'on a une première reconnaissance des pairs dans notre CV. Par contre, c'est vraiment un programme le plus souple du Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est-à-dire que les personnes qui sont plus de la relève professionnelle, artistique, peuvent se permettre de déposer. C'est la façon la plus simple d'avoir sa première bourse. OK. Donc, ça ne s'adresse pas nécessairement aux artistes internationaux, là. On peut être de la région, avoir un peu d'expérience, avoir déjà une certaine reconnaissance dans le domaine, puis là, c'est le bon moment d'appliquer.
Tout à fait. Sauf que aussi, il y a des artistes très aguerris qui sont aussi à l'international, qui appliquent tout de même sur ce programme. Ah oui, OK. Ouais. La compétition est forte. Tout à fait. OK, comment on fait pour soumettre notre candidature si on est intéressé par le programme? Vous pouvez avoir de l'information en appelant Culture Montérégie. On s'occupe de répondre aux questions. Par contre, vous déposez sur le site Internet du Conseil des arts et des lettres du Québec directement. Sur leur site Web, première page en haut à droite, il y a un bouton qui est le portail, Mon dossier. Donc, il faut s'ouvrir une session sur Mon dossier pour avoir accès à tous les formulaires. OK. Parce que là, c'est le gouvernement du Québec qui va payer la bourse, mais là, vous, ce que vous faites chez Culture Montérégie, c'est aider les artistes à déposer leur candidature. Comment vous faites pour les aider? Oui, bien, juste avant, je vais prendre la balle au bon pour présenter les gens grâce à qui ça existe. C'est-à-dire, c'est grâce à une grande collaboration, surtout sur notre territoire qui est immense en Montérégie, entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère des Affaires municipales et toutes les MRC de la Montérégie. Donc, ils doivent tous s'asseoir ensemble, signer une entente pour amener ces fonds-là disponibles pour la région. Donc, c'est important de le dire. Puis, ensuite, vous disiez. En fait, ma question, c'est ça, savoir, justement, vous, là-dedans, là, les fonds, là, une fois que là, les partenaires se sont parlé, puis là, on est venu à la conclusion qu'on voulait aider les artistes de la région. Et là, les fonds vont venir du portefeuille du gouvernement du Québec. Tout à fait. Mais vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour aider les gens? Oui, nous, à Culture Montérégie, dans le fond, on est disponible, étant donné qu'on n'est pas non plus impliqué dans la sélection finale, on est vraiment disponible pour accompagner l'artiste ou l'organisme dans le dépôt de son dossier. Donc, remplir tous ces gros formulaires-là, c'est quand même un travail assez important. Il y a beaucoup de documentation à fournir en appui, les questions qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment savoir. Donc, surtout si c'est la première fois qu'on applique, nous, on peut vraiment lire votre demande, vous conseiller, vous donner quelques trucs pour peaufiner votre texte, voir votre CV artistique si c'est présenté de façon adéquate. On répond à toutes vos questions, puis on peut aller jusque-là. OK. Ça représente quoi pour un artiste là, de décrocher une bourse comme ça? Avez-vous des gens qui, comme ça, ont changé leur parcours? Bien, tout à fait, quand même, parce qu'il y a des artistes que c'est le tremplin un peu pour avoir une grande reconnaissance dans leur carrière, parce que les bourses du Conseil des arts du Québec ou du Conseil des arts du Canada sont quand même très importantes au niveau de la reconnaissance comme artiste. Donc ça donne un bon coup d'élan au début. Montant. Au-delà du montant. Ensuite, bien évidemment, sans ces montants-là, eux, ils ont de la difficulté à se payer eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui vont avoir tellement envie de réaliser leur projet qu'ils vont essayer de le faire tout de même, mais n'auront pas leur propre cachet de payer. Donc, ça sert à ne pas être obligé d'avoir une job alimentaire sur le côté et pouvoir vraiment pleinement se consacrer à son travail d'artiste. Parce que c'est pas ça peut paraître beaucoup 20 000 mais sur une année, c'est pas tant. Là. Ah, puis le 20 000 il vient pas dans les poches de l'artiste, hein, parce qu'il faut qu'il paye ses musiciens, il faut qu'il paye son matériel. Fait que c'est souvent juste une portion. Là, donc, c'est comme sous forme de lui, c'est pour un revenu, puis ensuite, lui, il pourra payer ses dépenses. Oui, c'est pour le projet dans son ensemble, incluant son cachet. Est-ce qu'à la fin, l'artiste doit donner une reddition de compte, doit expliquer le résultat de sa démarche? Oui, tout à fait. Bien, on doit remplir un formulaire en fin d'année. C'est un rapport tout simplement pour expliquer ce qui s'est passé, démontrer qu'il s'est passé ce qu'il devait. Et on doit garder, comme pour nos impôts, nos factures en termes de preuves pendant un certain nombre d'années. OK. Donc, on appelle les gens à vous contacter. Donc, si vous faites de la peinture, de la musique, de la sculpture, de la danse, à quoi d'autre on peut penser? Théâtre, cinéma, métier d'art. Puis, je peux ajouter que c'est un programme spécifiquement de partenariat. Donc, ça implique d'être obligé de trouver des partenaires pour nous aider à faire notre projet, qui seraient prêts à contribuer soit en nous donnant un service ou des sommes pour une hauteur de 20 OK, ça, c'est pour les entreprises qui appliqueraient ou pour chaque personne? Pour chaque personne ou organisme, dans chaque projet, il doit y avoir 20 de partenaires d'impliqués. Ça peut être seulement en service, mais ils doivent démontrer un apport. Une application, oui. Un apport dans le projet. Non, je comprends. Madame Ducas, je rappelle, vous êtes agente de développement et de services aux membres chez Culture Montérégie. J'invite toutes les personnes qui peuvent se sentir interpellées, là, de près ou de loin, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui voudrait juste avoir de l'information, on vous envoie sur le site culturemontérégie.qc.ca. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Monsieur Routier, aujourd'hui, on est à l'annonce de la ville de Autobahn Park pour le Parc des Bosquets. Quel est votre rôle dans cette annonce?
Bonjour, je suis ingénieur forestier conseiller en recherche à la communauté métropolitaine de Montréal. Je travaille dans l'équipe qui analyse les projets soumis par les villes au programme La Trame verte et bleue. C'est un programme qui vise à financer, à accompagner les municipalités dans l'acquisition et la mise en valeur de sites à grande valeur écologique pour les rendre accessibles et les protéger. Oui, parce qu'on est dans l'ère des changements climatiques et la conservation de notre belle biodiversité ici dans la MRC de la vallée du Richelieu. Quelle est l'ampleur de ce projet-là comparé aux autres dans la Montérégie? C'est une bonne question. Je vais parler pour l'ensemble de la CMM. Pour l'ensemble de la CMM, c'est dans les 10 plus importants projets en termes de superficie dont on a fait l'acquisition. La valeur suit aussi, là, monétairement. Là, c'est sûr que la valeur est importante aussi. C'est un des plus grands projets, l'un des plus qui coche le plus de cases dans notre programme aussi en termes d'accessibilité au public, est au milieu de la ville d'Otterburn Park. Il fait la connectivité écologique entre la rivière Richelieu et la montagne, le Mont-Saint-Hilaire. Et puis, il est accessible au public, là. Et pour en venir à cette annonce-là aujourd'hui, il y a eu plusieurs collaborateurs. Donc, vous avez dû travailler avec différents paliers gouvernementaux, municipaux. Comment ça s'est passé? Donc, premièrement, le programme est financé à 3 partenaires. Donc, les municipalités financent un tiers de leur projet, la CMM un autre tiers et le gouvernement du Québec un autre tiers. Ça, c'est les partenaires financiers. Maintenant, les collaborateurs, les partenaires, ce sont les villes avant tout. On finance des projets municipaux. Ensuite, souvent, ils s'associent des collaborateurs comme Connexion Nature ici, des groupes environnementaux, d'autres partenaires. Souvent, les vendeurs aussi sont partenaires là, des terrains. Donc, on travaille tous ensemble pour mener à terme ces projets-là. Et est-ce que c'est dans la mission de la CMM de protéger des milieux comme ça? Est-ce que vous allez avoir d'autres annonces? Vous continuez dans ce processus-là? Oui, on a beaucoup d'annonces. Notre programme est très sollicité. Partout sur le territoire de la CMM, on a beaucoup d'annonces en ce moment. C'est un programme qui répond parfaitement aux besoins là, actuels avec les changements climatiques en termes de conservation, protection des milieux naturels et d'accessibilité au public là, de plus en plus, surtout depuis la COVID. On cherche à avoir accès à des milieux naturels. Donc, vous êtes ici aujourd'hui pour la conférence de presse de la ville d'Otterburn Park. Merci beaucoup, monsieur. C'est très apprécié pour cette entrevue. Merci beaucoup. À bientôt. Monsieur Malka, vous êtes le directeur général de Connexion Nature. Tout d'abord, qu'est-ce que fait cet organisme-là dans la vallée du Richelieu? Bien, nous, ça fait 50 ans qu'on fait de la conservation, de l'acquisition et de la gestion de milieux naturels pour les rendre accessibles aux citoyens et les protéger. Et ici, aujourd'hui, la ville de Otterburn Park annonce la conservation du parc des Bosquets. De quelle façon vous êtes impliqué dans cette annonce-là? Bien, depuis très longtemps, on travaille aux inventaires biologiques, savoir qu'est-ce que la propriété contient comme valeur écologique. Et ça a permis de la faire désigner comme écosystème forestier exceptionnel et d'arriver aujourd'hui avec la consécration, l'acquisition. Parce qu'évidemment, tout le monde est prêt à mettre de l'argent quand un boisé a une très forte valeur écologique. Puis celui-là, c'est un des plus élevés de la région. On parle beaucoup de la biodiversité autour de la montagne du Mont-Saint-Hilaire, mais juste ici, à Otterburn Park, vous avez trouvé des trucs vraiment très intéressants au niveau écologique. Environ 200 espèces de plantes. Il y a 500 arbres remarquables sur le site, 5 hectares de milieux humides. Donc, c'est vraiment... Et 12 espèces qui ont un statut précaire. Donc, c'est vraiment un site d'une valeur écologique exceptionnelle. Donc, votre travail ne finit pas aujourd'hui nécessairement. Vous allez continuer d'accompagner la ville dans le processus. Ouais, nous, en fait, ça commence à partir du moment qu'on trouve qu'il y a de l'intérêt pour un boisé, puis ça ne se termine jamais. Donc, on va continuer à les aider à le protéger, à trouver des fonds pour pouvoir le gérer, encadrer la visite, assurer la conservation, faire des suivis écologiques. Donc, nous, ça ne fait que commencer. Est-ce qu'il va y avoir un volet aussi un peu éducatif pour les citoyens, de vraiment... C'est quoi les bons comportements à adopter lorsqu'on est en forêt? On ne peut pas faire n'importe quoi nécessairement. Définitivement. Puis même, on aimerait s'installer une classe en nature, donc l'aménager pour l'école qui est juste à côté, d'avoir un accès pour les jeunes. Hein. Ça commence, l'éducation, ça commence pas juste sur une affiche quand on est adulte, ça commence jeune quand on peut avoir accès au milieu naturel et on sait comment y avoir accès. Et en terminant, comment vous avez été approché pour ce projet-là? Est-ce que c'est vous qui avez approché la ville ou c'est plutôt l'inverse? Nous, on a approché le boisé il y a très longtemps, puis à travers toutes les administrations municipales, on a tout le temps eu un bel appui pour le protéger ou l'aménager. Et ça fait une vingtaine d'années que ça dure, puis ça ne fait que continuer. C'était peut-être la bonne époque pour faire l'acquisition. Autrefois, il n'y avait peut-être pas certains fonds comme la CMM pour accomplir ça, puis aujourd'hui, on est rendu là.
Parce qu'il faut dire que c'est un parc qui a eu différentes vocations au fil du temps, historiquement parlant. Donc, vous avez suivi le dossier de près depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on le suit de près, puis on va le suivre d'encore plus près. On va le suivre de l'intérieur maintenant, en l'aménageant. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue, c'est très apprécié. Ça fait grand plaisir, merci. Madame Guérin, vous êtes directrice générale de la Fondation Papillon. Qu'est-ce que c'est que cette fondation ici à Autobahn Park? La Fondation Papillon, c'est plusieurs services, dont le camp à Autobahn Park. Alors, la Fondation Papillon a près de 100 ans et la mission étant de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap de tout âge. Vraiment de tout âge, donc incluant les adultes? Incluant les adultes. OK, parce que souvent, les gens dans la ville, on a l'impression que c'est un camp de vacances, une colonie de vacances de son passé historique. Qu'est-ce que les personnes font dans ce camp-là? Alors, bien, ils vont venir vivre toutes sortes d'activités plein air, mais adaptées à leur situation et à leur capacité. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les jeunes et les moins jeunes puissent s'épanouir dans nos camps de vacances et aussi que la famille puisse se reposer, se ressourcer un peu pour mieux accueillir le jeune lorsqu'il reviendra à la maison. Donc, votre mission première est le service aux personnes qui bénéficient des camps, mais il y a aussi un volet répit pour les aidants autour. La Fondation Papillon a notamment une garderie, un centre de jour, un centre de stimulation, des répits, des camps de vacances, des camps de jour. Alors, on essaie de vraiment avoir une vision 360 là, pour bien aider les familles et bien accompagner les personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, la Ville a fait une annonce pour le parc des Bosquets. En fait, c'était la Fondation Papillon qui appartenait ce parc-là depuis plusieurs années. Exactement. Et de quelle façon vous deviez vous en occuper? Est-ce que c'était une lourde charge? Pourquoi avoir été un collaborateur avec la Ville pour rendre accessible tout ce parc-là? Bien, évidemment, pour que le parc puisse regagner là, la mise en valeur, pour que les soins appropriés soient donnés à cette grande richesse, le parc de Autobahn Park, et pour la sécurité des citoyens aussi. Alors, vous comprendrez que pour nous, c'était une charge qui était importante et qui ne correspondait pas non plus à notre mission. Et là, les gens, les citoyens vont vouloir profiter de ce parc-là. Est-ce qu'ils vont quand même côtoyer ou rencontrer des colonies, des camps de vacances en se promenant dans le boisé? Bien, on est citoyen au même titre que tout le monde. Vous comprendrez que l'utilisation des boisés, pour nous, elle n'est pas la première utilisation. Mais oui, il se pourrait qu'une marche soit prise et tout ça. Mais je vous dirais que ça fait pas... Le boisé ne faisait pas nécessairement partie des opérations de par la condition de nos usagers. Et en terminant, Mme Guérin, de quelle façon les gens peuvent aller chercher de l'information sur les services que vous offrez à la Fondation Papillon? Alors, j'invite tout le monde à visiter notre site Internet en allant évidemment sur Fondation Papillon. Ils vont nous retrouver et retrouver tous les services qui sont offerts, là, tant à Montréal, dans la Naudière qu'ici en Estrie. Eh bien, merci et bravo encore pour cette belle annonce ce matin. Merci infiniment à vous. Madame La Rochelle, on est aujourd'hui ici à l'édifice Joseph Ostigui. Quel est l'événement? C'est l'inauguration de l'édifice Joseph Ostigui et la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville en est mandataire. C'est un mariage extraordinaire et on est tellement contente d'être là aujourd'hui. Je dis contente, content également. Tout notre conseil d'administration, on est bien fiers, donc un bel événement. Un édifice multifonctionnel qui est ouvert à tous, pas seulement aux membres. Ah ben non, c'est sûr, c'est ouvert à la population. Premièrement, c'est en plein cœur du vieux Chambly, c'est sur la rue de Bourgogne, c'est familial, il y a un musée, un espace muséal où les familles peuvent venir en apprendre davantage sur la ville de Chambly, sur l'histoire qui est très riche au demeurant. Puis on peut aussi, n'importe qui peut venir fêter, ça peut être pour un baptême, ça peut être pour un lac à l'épaule, c'est pour tout type d'événement qui requiert une salle d'une grandeur standard, je dirais, donc pouvant accueillir entre 25, 40, 80 personnes au maximum. Donc, il y en a pour tous les goûts, littéralement. Vous avez invité aussi les organismes du coin à être présents aujourd'hui. Eux autres aussi peuvent avoir accès à ces salles-là. Bien oui, c'est sûr. Ils sont chers à notre cœur, sont chers aussi au cœur de la ville de Chambly. C'est en pensant à eux également, je crois, que la ville a pensé à créer un tel endroit avec des salles locatives, mais également avec des espaces de coworking. Donc, on peut venir travailler ici. C'est beau, on voit des étudiants qui viennent étudier. Ils s'assoient dans les magnifiques espaces qui sont conçus pour ça. C'est vraiment un lieu pour tout le monde, littéralement. Vous invitez aussi, pas seulement les étudiants, mais les sorties scolaires.
Les sorties scolaires dans l'espace muséal pour qu'ils puissent justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en apprendre davantage sur toute l'histoire de Chambly, qui est vraiment une ville bien ancrée dans le territoire de la MRC de la vallée du Richelieu. C'est un lieu rempli d'histoire. Alors, ça vaut la peine de venir ici pour les enfants, pour les jeunes, pour les familles. Et la Chambre de commerce aura aussi un pied à terre ici, donc les gens vont pouvoir venir vous rencontrer ici. Absolument. Les gens vont pouvoir venir nous rencontrer. On va toujours être là du lundi au vendredi. Il va toujours y avoir quelqu'un de la Chambre de commerce. Plusieurs personnes, en fait, parce qu'on aime être ici, littéralement. Puis j'aimerais mentionner également qu'on a un espace, un kiosque d'information touristique. Donc, on peut répondre également à toutes les questions que les cyclistes qui passent par ici se posent. Qu'est-ce qu'on a à faire? Où est-ce qu'on peut aller manger? Monsieur, madame, tout le monde qui se promène autour du magnifique bassin de Chambly. On peut s'arrêter ici, poser des questions. Qu'est-ce qu'on a à faire? Est-ce qu'on peut aller voir des papillons en liberté? Oui, vous pouvez aller à la ferme Guyon, par exemple. C'est le genre d'information qu'on peut donner. On donne le goût, littéralement, de vivre à Chambly, une aventure touristique. Merci, Mme Larochelle, et félicitations pour l'accomplissement pour la Chambre de commerce. Merci beaucoup. Donc, M. Maillé, vous êtes l'architecte qui a été responsable de l'édifice Joseph Ostigui, de restaurer l'édifice Joseph Ostigui. Tout d'abord, quelle est votre compagnie? Notre entreprise, notre firme d'architectes s'appelle Artefact Architecture. Et comment vous avez eu le contrat avec la municipalité? Vous avez dû faire un appel d'offres? Oui, toujours par le processus standard, le processus d'appel d'offres. Nous, on avait déjà remporté un appel d'offres pour un autre projet qui était l'annexe de la mairie, pas très loin d'ici. Et puis, l'occasion s'est présentée de retravailler. Alors, on a participé à l'appel d'offres, on a décroché le contrat et de là a commencé le processus. Et comment le processus s'est déroulé pour vous avec la collaboration de la Ville? Ça s'est très bien déroulé parce qu'on peut dire que c'est un projet aujourd'hui qui semble simple, mais il y a énormément de technologie, il y a énormément de principes de restauration derrière ce bâtiment-là. Et la Ville nous a fait confiance. On a bénéficié d'une carte blanche, pratiquement, de la Ville. Ils nous ont fait confiance dans le processus parce qu'au départ, eux avaient déjà un programme fonctionnel et technique. Mais quand on est arrivé dans le procédé, on a réalisé l'état du bâtiment. Écoutez, c'est un bâtiment qui est très ancien, qui est fait avec des massifs de briques. Il y avait des problèmes d'isolation, d'étanchéité. Alors, on a dû aller au-delà du PFT qui avait été demandé. On l'a fait comprendre à la Ville et ils ont été fantastiques. Ils nous ont dit, bien, allez-y, on le fait, parce qu'il faut comprendre qu'on leur a montré que les coûts n'allaient pas être sur le prévu au début, mais qu'on n'avait pas le choix si on voulait avoir un bâtiment qui deviendrait quelque chose de durable et qui perdurerait dans le temps. Donc, nous, on travaille beaucoup dans la restauration patrimoniale. Entre autres, on fait aussi d'autres choses, mais on aime ce genre de projet-là. Donc, on a travaillé ici et on a créé, au départ, pratiquement une coquille dans la coquille. Alors, c'est un bâtiment à l'intérieur du bâtiment qui, lui, est isolé, étanche, et on a ventilé les interstices entre cette coquille-là et celle de dehors. Et c'est des principes qu'on a appliqués, et la Ville a dit, on leur expliquait ce qu'on voulait faire, mais ils ont dit, alors allez-y. Et finalement, on est arrivé à ce résultat-là où on a un bâtiment vraiment qui ne sera pas énergivore, il y aura vraiment des économies d'énergie, il va perdurer dans le temps, et en plus, ils peuvent profiter des espaces qu'ils avaient demandé au départ dans la programmation. C'est quand même à la fine pointe de la technologie. Les gens peuvent venir travailler, donc il fallait penser à tous ces espaces-là. Oui, bien, évidemment, on a bénéficié quand même de la Ville était très ouverte à partir de leur programme. Ils ont bien exprimé leurs besoins. Donc, c'était facile pour nous de les mettre en plan parce qu'il y avait vraiment cette collaboration-là. La Ville était très impliquée. Quand on arrive dans un bâtiment patrimonial ou d'aspect patrimonial, un bâtiment d'un certain âge, les surprises sont majeures, les changements qu'on doit faire. Alors, des fois, il y a des gens dans le processus qui vont dire non, on arrête ça, on ne veut pas aller plus loin. La Ville nous a dit on y va, on le fait, on comprend. Alors, avec ça, on avait tous les outils de confiance pour pouvoir le réaliser. Alors, ils étaient très à l'écoute. Et quand on donne ce type de moyens-là, bien évidemment, on veut participer. Donc, ils participaient vraiment très ouvertement. Parce qu'il y a toutes les règles incendie, on parle de la mobilité réduite, il fallait penser à tout ça pour un édifice patrimonial, c'est quand même un enjeu assez important. Et vous aviez une certaine pression du public. C'est un édifice chouchou de la ville de Chambly. Ça, c'est comme les artistes, je pense, on essayait de ne pas penser. Si on avait pensé à ça, on aurait été paralysé par la peur, puis on serait retourné chez nous. Non, on avait une pression, on le savait, on est resté focusé. On a pris chaque problème technique un après l'autre. Puis une fois les problèmes techniques réglés, là, on s'est attaqué à la programmation avec la Ville et on a intégré, toujours en leur faisant comprendre le pourquoi. Vous l'avez nommé, sécurité incendie, accessibilité universelle,
économie d'énergie, certains éléments du code du bâtiment. En tout cas, il y en a plein. Mais on leur expliquait à chaque fois, et c'est ça qui fonctionnait bien parce qu'ils voulaient participer, ils écoutaient. Donc, il y avait vraiment une belle communication. On n'aurait pas pu arriver avec un bâtiment aussi compliqué à remodeler avec un autre partenaire que des gens comme ça. Alors, c'est un bel accomplissement pour Artefact, votre entreprise. Toutes nos félicitations et merci d'avoir participé à ce beau projet-là au nom des citoyens. Ah ben écoutez, c'est moi qui remercie les citoyens, puis je veux vraiment remercier la municipalité pour leur confiance. Et c'est une fierté pour nous, vraiment une fierté. On est content de l'accomplissement et notre cadeau, c'est de savoir que les gens l'apprécient, c'est tout ce qu'on demande. Merci, M. Maillé, c'est très apprécié. De m'avoir accordé du temps. M. Jean-François Robert, je vous ai venu assister à l'inauguration aujourd'hui de l'édifice Joseph Ostigui. Quelles sont vos impressions? Mais d'abord, c'est magnifique. À l'intérieur, on voit que c'est lumineux, c'est moderne, mais on a préservé le cachet extérieur. Je pense que c'est ce qu'on aime dans une restauration. Vous connaissiez déjà l'édifice à prime abord? Oui, je l'avais visité précédemment, donc c'est déstabilisant de voir comment ça a changé à l'intérieur. Mais ce que j'aime, c'est que là, ça va être accessible. On la redonne aux citoyens. Et c'était très attendu de la part des citoyens. Selon vous, qu'est-ce que ça va leur apporter? Bien, ça va leur permettre justement de se rencontrer, parce que c'est un lieu de rencontre aussi, d'apprivoiser l'histoire, mais aussi, de venir se reconnecter avec tout ce qui s'est passé ici. C'est quand même un patrimoine qui est commun avec le nom M. Ostigui, donc c'est intéressant. Donc, selon vous, est-ce que l'édifice en a encore pour plusieurs belles années à venir, étant donné les belles rénovations qui ont eu lieu? Je pense que la restauration qu'on voit garantie pour des décennies, peut-être même des siècles, la présence de l'édifice ici. Je serais content que le gouvernement a contribué à plus de 900 000 $ à la restauration. Oui, parce que ça prenait vraiment l'appui du gouvernement pour arriver à quelque chose d'aussi beau avec le côté patrimonial. Oui, puis notre gouvernement, on valorise vraiment la culture. Puis la culture québécoise, oui, c'est la langue française, c'est l'identité, mais c'est aussi notre patrimoine bâti. Puis je pense qu'on voit bien concrètement ici les efforts du gouvernement. On ne vous retient pas plus longtemps. Merci pour ces quelques mots. Merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par le monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous à l'adresse info@tvr9 pour obtenir toute l'information. Ne manquez pas aussi le retour de notre programmation régulière avec les émissions Côté cours, Côté jardin et Dans la vallée à compter du 15 septembre sur TVR9. Dans tous les cas, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition du Régional.